Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire qui est consacré au nouveau cadre légal pour contester les accidents de travail et les maladies professionnelles qui rentre en vigueur le 1er janvier 2019. Notre ambition, c'est de vous permettre en moins de 45 minutes d'appréhender les nouvelles règles qui vont être applicables au 1er janvier 2019 pour contester les décisions qui sont rendues par les organismes de sécurité sociale dans le domaine des accidents de travail et des maladies professionnelles. Je vous précise tout de suite qu'on va rester sur un plan général, sans rentrer trop dans les difficultés techniques qui sont nécessairement posées par ces nouveaux textes. Dès que vous avez une réforme, bien évidemment, il y a des vides juridiques. On en abordera quelques-uns, mais on ne souhaite pas vous perdre. Simplement, vous avez la possibilité tout au long du webinaire de poser vos questions. Donc, si ce sont des questions d'ordre général ou des questions beaucoup plus techniques, n'hésitez pas. On prendra ces questions, et pour toutes celles pour lesquelles on n'aura pas répondu, on vous répondra, on vous rappellera derrière. Bien évidemment, il est possible que pour les questions très techniques, on ne les prenne pas en direct et on vous réponde ensuite par téléphone. Pour cela, on bénéficie des éclairages de Maître Thomas Katz, qui est avocat au barreau de Paris, qui est spécialisé dans cette matière au sein du cabinet Marvel. Thomas, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Et pour ma part, voilà, vous mettez nos photos. Je suis Nicolas Vatarizé, je travaille à la direction technique et développement de la société Iming. Alors, je sais que vous attendez tous qu'on rentre dans le détail des dispositions de ce fameux décret, qui est un décret du 29 octobre. Mais avant cela, il nous a paru quand même intéressant de remonter un peu à l'origine de cette réforme. Cette réforme, déjà, elle ne concerne pas que le contentieux de la sécurité sociale et le contentieux des accidents de travail et des maladies professionnelles, mais c'est une réforme bien plus large de modernisation de la justice. Donc, c'est tout à fait intéressant de se reporter à une enquête qui a été réalisée pour le compte du ministère de la Justice en 2013 et qui révèle l'opinion qu'ont les Français de la justice. Alors, je vous en donne la teneur. Déjà, 88% des Français estiment que la justice est trop complexe. Je pense que ça n'étonnera personne. Et dans notre matière, d'ailleurs, sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, on est bien placé pour savoir que cette matière est complexe. Ensuite, 95% des Français considèrent que la justice est trop lente. Là encore, je pense que si vous êtes employeur et que vous attendez des décisions de justice dans le domaine des accidents de travail et des maladies professionnelles, vous avez pu vous apercevoir que parfois ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus. Donc, je pense qu'on partage tous ce constat. Et pour autant, 51% des personnes qui ont eu un contact direct avec la justice estiment qu'elle fonctionne quand même plutôt bien. Vous verrez que dans la réforme, c'est important, cette notion de contact direct. Tout est fait pour rapprocher la justice du justiciable, notamment lorsqu'on parlera tout à l'heure de la carte judiciaire. Alors face à ce constat, bien évidemment, l'ambition de l'État, c'est de réformer la justice. À l'époque, le garde des Sceaux était Jean-Jacques Urvoas, et voilà ce qu'il disait pour introduire cette loi. Je vous laisse le lire. La justice du XXIe siècle doit être une justice faite pour l'homme. C'est toute l'ambition de cette loi, améliorer la justice du quotidien, le service public justiciable. Alors, finalement, ce qui va nous servir de guide pour ce webinaire, ce sont les principes qui ont été fixés, à savoir que moderniser la justice au XXe siècle, c'est faire en sorte qu'elle soit plus efficace, plus simple, plus accessible et plus indépendante. Donc vraiment, on s'intéressera à ça. Est-ce que la réforme du contentieux de la sécurité sociale permet de considérer que la justice va être plus efficace, plus simple, plus accessible et plus indépendante? Maître Thomas Katz a réservé sa réponse pour la fin. On va rentrer maintenant dans le dur du sujet. On va vous dérouler les principaux textes de la réforme, non pas pour rentrer dans le détail, mais pour vous montrer comment on est arrivé, où on en est. D'abord, vous avez la loi du 16 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a eu essentiellement pour objectif de programmer la disparition des juridictions spécialisées dans le domaine du contentieux de la sécurité sociale au plus tard au 1er janvier 2019. Donc, ces juridictions sont le tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'on appelle le TAS, c'est comme ça qu'on l'appellera, le tribunal du contentieux de l'incapacité, le TCI, et puis la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents de travail, la CNITAT. Alors déjà, Thomas, pourquoi avoir voulu supprimer ces juridictions de sécurité sociale? Est-ce qu'elles fonctionnaient mal? Alors, la suppression de ces juridictions répond au souhait de rationaliser les coûts et aussi de simplifier le fonctionnement de la justice. On retrouve cet objectif de rapprocher le justiciable des juridictions.
Alors, elle fonctionnait mal. La CNITAT était tout de même, elle est toujours, demeure très engorgée. On a alors plus de 20 000 dossiers en attente devant la CNITAT. Les TCI, devant les TCI, ça fonctionnait correctement. Le délai d'audiencement était relativement rapide. En revanche, devant les TAS, oui, il y avait également des délais d'audiencement qui étaient très longs. Alors, en étudiant la réforme, on voit aussi qu'il y avait apparemment un problème d'indépendance. Alors, se posait effectivement, vous avez raison Nicolas de le souligner, une question d'indépendance au niveau des tribunaux des affaires de sécurité sociale, non pas en ce qui concerne naturellement les magistrats, mais pour le personnel, qui n'était pas issu du ministère de la Justice en fait. Puisqu'en général, le personnel siégeant au niveau des tribunaux des affaires de sécurité sociale étaient des salariés de droit privé, des organismes de sécurité sociale, ou bien appartenant à d'autres ministères. D'accord. Donc on le verra également dans le cadre du déroulé, dans le cadre de cette réforme, se pose la question de leur sort, puisque l'une des ordonnances du 16 mai 2018 traite justement la question du transfert du personnel des TAS et des TCI, soit vers le ministère de la Justice, ou alors la réintégration, leur offrant une option, en fait, soit réintégrer leur corps d'origine ou opter pour le ministère de la Justice. D'accord. Alors bon, ok, les juridictions vont être supprimées au 1er janvier 2019, mais qui est-ce qui prend le relais? Ce sont les tribunaux de grande instance. Alors, ce sont les tribunaux, en première instance, ce sont les tribunaux de grande instance, les pôles sociaux, les tribunaux de grande instance qui vont prendre le relais, effectivement. En appel, des cours d'appel spécialement désignés. Là, il y en aura moins qu'à l'heure actuelle, puisqu'en fait, à l'heure actuelle, jusqu'au 31 décembre 2018, au sein de chaque cour d'appel siège une chambre sociale. À compter du 1er janvier 2019, toutes les cours d'appel n'abriteront pas nécessairement en leur sein une chambre sociale. Il y aura beaucoup moins de cours d'appel spécialement désignés. Okay. Là, il faut, en fait, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, c'est le décret du 4 septembre 2018 qui liste en fait les cours d'appel et les tribunaux de grande instance compétents en la matière. Ok. Donc, tout est fait pour organiser ce transfert vers les tribunaux de grande instance et les cours d'appel. On a vu cette année que les audiencements étaient quand même assez forts, oui, pour faire en sorte que les juridictions, les TAS, les TCI et la CNIT, on va reparler de la CNIT tout de suite, transfèrent en tout cas un stock de dossiers admissibles aux nouvelles juridictions qui vont prendre le relais. Absolument. Alors justement, le deuxième texte qui est paru, c'est l'ordonnance du 16 mai 2018. Donc on a attendu, vous voyez, un certain délai avant d'avoir de nouveaux textes. Et grosso modo, ce qu'on peut dire de cette ordonnance, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate qu'il y a un retour en arrière. On imaginait supprimer la Cour nationale de l'incapacité au 1er janvier 2019, et finalement, comme le disait Thomas, il y a tellement de dossiers en cours devant cette juridiction d'appel qu'on va la maintenir jusqu'au 31 décembre 2020, voire jusqu'au 2022. Mais pour que ce soit bien clair, la CNITAT, dont le sort est maintenu jusqu'au 31 décembre 2020, voire 2022, traitera exclusivement des appels qui auront été enregistrés jusqu'au 31 décembre 2018. Donc elle a un stock de dossiers conséquents à traiter, près de 20 000, ce qui explique justement qu'elle a été maintenue parce qu'il n'était pas envisageable de transférer tous les dossiers de la CNITAT vers les différentes cours d'appel. On voit déjà que c'est simple tout ça. Ensuite, une ordonnance du même jour dont vous avez parlé, effectivement relative au transfert des personnels des administratifs des juridictions sociales. Oui. Juste une question quand même avant de passer à la suite. Est-ce que les nouvelles juridictions, donc les TGI oui, et les cours d'appel, vont pouvoir fonctionner correctement dès le 1er janvier? C'est-à-dire, est-ce qu'ils auront suffisamment de personnel administratif? Est-ce que tous les personnels, en gros, sont transférés dans ces juridictions? Normalement. Alors, il faut faire une distinction. Il y a d'une part les magistrats des TAS, des tribunaux des affaires de sécurité sociale, qui siégeront au sein du pôle social des tribunaux de grande instance. Là, il y a une continuité. Là, il y a une continuité. En revanche, pour ce qui est des TCI, tribunaux du contentieux de l'incapacité, là, il n'en va pas de même, puisque les présidents des TGI ne siégeront pas au sein de la section contentieux technique des pôles sociaux des TGI. Et pour le personnel administratif? Alors, pour le personnel administratif, leur sort est régi par l'ordonnance du 16 mai 2018. Donc, ils disposent d'une option. Soit ils sont mis à disposition du ministère de la Justice jusqu'au mois de décembre 2020, soit ils réintègrent leur corps d'origine. Okay. Donc, on verra bien la situation au 1er janvier 2019, mais on n'a pas l'assurance pour l'instant que toutes ces juridictions, nouvelles juridictions, puissent fonctionner à plein régime dès le 1er janvier 2019. On n'a pas du tout cette assurance. Et puis, il y a aussi une période d'adaptation parce qu'il faut qu'elles reçoivent et qu'elles traitent les audiences, tous les dossiers, tout le stock de dossiers des TAS, des
tribunaux des affaires de sécurité sociale qu'elles vont recevoir. Donc, il y aura nécessairement une petite période d'adaptation. Ok. Alors ensuite, effectivement, un autre texte est paru en septembre 2018 qui désigne justement quels vont être, parmi les tribunaux de grande instance et parmi les cours d'appel, les juridictions qui vont vraiment être compétentes pour traiter de ce contentieux. Elles ne sont pas toutes compétentes. Donc en gros, on ne va pas vous faire la liste, et vous avez 116 tribunaux de grande instance qui sont compétents. Et puis vous avez 28 cours d'appel. Donc certaines cours d'appel, comme le disait Thomas, disparaissent. Oui, Disparaissent en termes de contentieux de la sécurité sociale, notamment. Voilà. On a Agen, Limoges, Douai qui disparaissent effectivement, et ces cours étant en fait remplacés par d'autres cours, se trouvant dans le ressort d'autres cours d'appel. Et enfin, vous avez le dernier texte qui va nous occuper tout au long de ce webinaire, c'est le décret du 29 octobre 2018 qui est relatif au contentieux de la sécurité sociale. Alors, il est aussi relatif à l'aide sociale, on n'en parlera pas. Juste une précision, ce n'est pas un texte qui réforme le fond du droit des accidents de travail et des maladies professionnelles, ou par exemple la procédure d'instruction avant prise en charge d'un accident. C'est vraiment un texte qui régit les règles de contestation d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Donc en synthèse, ce que vous devez bien comprendre, c'est que on supprime les TAS et les TCI à compter du 1er janvier 2019. Donc elles devront avoir rendu d'ailleurs toutes leurs décisions avant le 1er janvier 2019. Pour les affaires en cours, elles sont transférées en ce moment vers les tribunaux de grande instance et les cours d'appel qui sont compétentes. La Cour nationale de l'incapacité, comme vous l'a dit Thomas, va continuer à fonctionner pour les affaires pour lesquelles il y a eu des appels avant le 31 décembre 2018. Donc on va avoir à la fois des cours d'appel compétentes pour les nouveaux dossiers, et puis la CNITAT pour ces anciens dossiers, parce qu'en gros 20 000 dossiers, aucune cour d'appel n'était prête à les traiter. Exactement. Et puis ces fameuses cours d'appel spécialement désignées qui vont être appelées à commencer à travailler. Alors, tout ça doit être simple d'après la réforme, mais il y a une difficulté en contentieux de la sécurité sociale, c'est que suivant la décision que l'employeur conteste, vous ne suivez pas les mêmes règles. On distingue en droit de la sécurité sociale ce qu'on appelle le contentieux général. Alors, ce sont toutes les décisions de prise en charge des accidents de travail qui sont rendues par les caisses primaires ou les caisses de mutualité sociale agricole, toutes les décisions de prise en charge des arrêts de travail, les décisions sur les cotisations, et puis les décisions attributives de rente dans le cadre des MSA. Donc là, on suit les règles du contentieux général, et vous le savez, certainement, on a un processus qui fait qu'on va d'abord devant la commission de recours amiable, ensuite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et ensuite devant la cour d'appel. Vous avez ensuite ce qu'on appelle le contentieux technique de l'incapacité, c'est-à-dire lorsque l'employeur conteste l'attribution d'une rente à son salarié, lorsque un salarié, par exemple, a une rente de 20% en raison des séquelles qu'il subit au niveau de son épaule, par exemple. Vous avez la possibilité de contester cette décision pour vérifier la bonne évaluation du taux. Et aujourd'hui, ce contentieux, il est porté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et en appel, donc devant la fameuse CNITAT. Vous voyez déjà une particularité. Si vous êtes de la MSA, cette question-là relève du contentieux général. En revanche, si vous êtes dans le régime général, c'est du contentieux technique. Ce ne sont pas les mêmes règles. On voit effectivement la complexité de la matière. Et puis vous avez ensuite le contentieux technique de la tarification, c'est-à-dire toutes les décisions qui sont prises par les CARSAT ou les caisses de mutualité sociale et agricole qui concernent les notifications de TOAT, les ristournes et les cotisations supplémentaires. Donc ma question est simple, quand on regarde cette articulation déjà passablement complexe, je ne suis pas persuadé d'ailleurs que vous compreniez tous tout à la minute, et on s'aperçoit d'une chose, les juridictions dont on parlait, les TAS, la CNITAT va disparaître à terme et le TCI vont disparaître. Alors, est-ce que cette distinction entre le contentieux technique et le contentieux général, avec des règles différentes, perdure, ou est-ce qu'avec la fusion des TCI et des TAS, finalement... Non, finalement, on le voit dans le décret, on le voit à travers le décret du 29 octobre 2018, finalement, cette distinction perdure. En fait, on opère toujours cette distinction entre contentieux général et contentieux technique qui sont régis par des règles propres. Donc, le plan qu'on vous propose est le suivant, hein, bien évidemment, c'est de rentrer dans chaque type de contentieux pour vous montrer comment ça marche. Alors, on va commencer avec celui qui est le plus emblématique, parce que c'est celui sur lequel il y a le plus de modifications, c'est le contentieux technique de l'incapacité permanente. Donc, pour le dire clairement, dès que l'employeur se voit notifier une décision attributive de rente pour son salarié, donc vous avez un salarié qui a un accident de travail,
qui est donc victime d'un accident de travail. À l'issue des soins que lui a prodigués son médecin, il résulte quand même des séquelles, on ne pourra pas guérir. La sécurité sociale considère qu'on va lui attribuer un taux d'incapacité pour lui verser une rente, parce que ces séquelles l'impactent, et vous voulez vérifier la bonne évaluation de ces séquelles. Aujourd'hui, la nouveauté, la nouveauté consiste en l'instauration par le décret du 29 octobre 2018 d'une saisine préalable obligatoire de la commission médicale de recours amiable. C'est vraiment la grande nouveauté de ce décret du 29 octobre 2018, puisqu'auparavant, il faut bien garder présent à l'esprit qu'on pouvait saisir directement le tribunal du contentieux de l'incapacité, ce qui offrait des avantages en termes de rapidité, de débouclage d'un dossier. Désormais, avant de contester la rente, le cas échéant, devant le tribunal de grande instance, le pôle social, tout requérant sera tenu, l'entreprise sera tenue qui reçoit la décision attributive de rente, disposera d'un délai de 2 mois pour saisir la commission médicale de recours amiable. Alors tout de suite, la question qui nous vient à l'esprit, c'est pourquoi avoir introduit un recours amiable obligatoire de nature médicale? Pourquoi avoir fait ce choix? Alors, le choix, on peut peut-être l'expliquer par le souhait de juguler ce contentieux, de permettre aussi aux commissions médicales, on l'espère, on le verra dans la pratique, mais de jouer leur rôle de filtre, et à terme, on l'espère, de fluidifier vraiment le contentieux. D'accord. Et de désengorger de ce fait les tribunaux. Est-ce que vous pouvez nous parler de la composition de ces commissions médicales de recours amiable? Alors, les commissions médicales de recours amiable sont composées de 3 médecins qui sont désignés par le responsable du service médical territorialement compétent. 2 médecins figurent sur la liste des experts spécialisés. Donc, c'est une liste qui se trouve, qui est publiée au sein de chaque cour d'appel. Ils sont compétents en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du dommage corporel et traumatologie séquelaire, puisqu'on est en matière du contentieux de l'incapacité sur l'évaluation des séquelles à la date de consolidation. Et enfin, une troisième personne, un praticien conseil, qui n'est pas, et c'est là aussi, ça c'est important de le souligner, le praticien conseil n'est pas l'auteur de la décision attributive de rente. D'accord, donc c'est la garantie d'indépendance. Qui est une garantie d'indépendance, puisqu'il n'a pas participé à la décision, il n'a pas élaboré, rédigé le rapport d'évaluation des séquelles sur la base duquel a été prise la décision attributive de rente. Donc, c'est une garantie d'indépendance de cette commission, de même que le médecin qui a soigné la victime ou le médecin mandaté par l'employeur ne peuvent pas siéger au sein de cette commission médicale. D'accord, donc dorénavant, l'employeur contestera devant la commission médicale de recours amiable dans le délai de 2 mois de la réception de cette rente, oui, contestera cette rente et cette commission médicale de recours amiable rendra son avis pour dire si elle est d'accord ou non avec la décision qui avait été prise à l'origine. Exactement. La commission médicale rendra son avis. Pour chaque cas examiné, le décret distingue, en fait, prévoit que la commission établisse un rapport et statue par une décision comportant des conclusions motivées. Alors, il y a déjà, on peut remarquer déjà que le rapport, c'est intéressant parce que le rapport comportant l'analyse de la commission médicale, il ne sera pas communiqué à l'entreprise, enfin, au chef d'entreprise. Nous pourrons éventuellement, il pourra éventuellement en prendre connaissance par le biais de son médecin conseil. En revanche, il sera rendu destinataire de la décision de la commission médicale comportant des conclusions motivées. Une question, Thomas, sur la composition donc, de ces commissions. Est-ce que ces commissions vont fonctionner à plein régime, là encore, dès le 1er janvier? Est-ce qu'on a beaucoup d'experts qui sont inscrits sur les listes dont vous avez parlé? Là aussi, vous avez il va y avoir une du doigt un problème délicat, Nicolas, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, les listes d'experts, on n'en a pas beaucoup. On le voit à travers, à la lumière de ma modeste expérience devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, lorsqu'on sollicite la désignation d'un expert, c'est peu ou prou, ce sont les mêmes experts qui sont désignés, qui reviennent. Donc, c'est vrai que la question va se poser au niveau des commissions médicales, déjà. Il faut tout de même désigner des experts qui veuillent bien, en plus, remplir cette mission. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Alors justement, quelle commission médicale de recours amiable l'employeur devra saisir? Est-ce qu'on connaît déjà l'emplacement géographique? Où sont ces commissions médicales de recours amiable? Je vais vous répondre par une pirouette, Nicolas. Oui. Ce sera indiqué sur la décision attributive de rente qui m'indique les voies et délais de recours. Puisque je vous rappelle que la décision attributive de rente m'informe du taux d'IPP
qui a été notifiée à la date de consolidation à mon salarié, qui lui a été attribuée, très bien, mais elle mentionne également les voies et délais de recours dont je dispose pour contester cette décision. D'accord. Donc, elle doit normalement, à défaut, le délai de 2 mois que je rappelais de contestation ne courrait pas à mon égard, elles doivent mentionner expressément la commission compétente pour recevoir le recours pour l'examiner. Alors, on a quand même une indication dans le texte. On voit qu'à la différence des commissions de recours amiables que vous connaissez déjà, qui sont les émanations des caisses et qui sont départementales, les commissions médicales de recours amiable ne seront pas départementales, mais seront régionalisées, voire même plusieurs régions pourront être… Dans le cadre de la mutualisation des coûts, plusieurs régions peuvent effectivement être chapeautées par une seule commission médicale. Voilà, donc on sent qu'il y a une mutualisation des moyens, Ouais. et donc certainement pour plus d'efficacité de fonctionnement de ces commissions. Okay. Alors vous avez rappelé les différentes étapes devant la commission médicale de recours amiable. Je les reliste ici pour tout le monde. Voilà, est-ce que vous avez des remarques à faire? Donc l'employeur saisit la commission médicale de recours amiable, il indique bien l'identité du médecin pour recevoir les éléments médicaux. Absolument, puisque c'est le médecin, seul le médecin est rendu destinataire du rapport d'évaluation des séquelles, sous pli confidentiel. Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet le recours au médecin conseil, auteur de l'avis contesté, lui demande de transmettre sous 10 jours les éléments médicaux sous pli confidentiel, c'est-à-dire le rapport d'évaluation des séquelles. Et ce rapport, c'est quoi? C'est un rapport dans lequel le… Alors, c'est un rapport qui a conduit à la fixation du taux d'IPP. Donc, c'est un rapport dans lequel le médecin conseil va analyser, procéder à l'examen clinique dans un premier temps de l'assuré. Donc, il relate toutes les constatations qu'il a pu être amené à faire, tous les documents médicaux qu'il a consultés, et ensuite, il justifie l'attribution, ou non l'attribution du taux d'IPP à l'assuré. Ok. S'il y a un préjudice professionnel, j'en profite, s'il y a un préjudice professionnel éventuel subi par le salarié à la date de consolidation, il en fera mention, mais il n'est pas compétent pour fixer le coefficient socio-professionnel. On y reviendra. Ok, ensuite, dès réception, le secrétariat transmet ces éléments au médecin de l'employeur sous pli confidentiel, donc Oui. aux autres, et le médecin de l'employeur dispose alors d'un délai de 20 jours pour adresser à la commission médicale de recours amiable ses observations. Alors là, il faudra être particulièrement vigilant sur le respect de ce délai de 20 jours. On peut y voir un clin d'œil à la CNITAT, puisque ce délai de 20 jours était également appliqué, ouais, existait déjà au niveau de la CNITAT. Il n'était pas assorti d'une sanction. Dans le cadre du présent décret, non plus. On peut considérer néanmoins qu'en cas de non-respect de ce délai, le recours est susceptible d'être rejeté. D'accord. Donc, il faut tout de même être vigilant d'emblée, attirer l'attention du médecin conseil sur le respect vraiment de ce délai. Du médecin de l'employeur, vous voulez dire? Oui, médecin conseil de l'employeur. Oui, absolument. Ensuite, on voit que la commission médicale de recours amiable va rédiger le rapport dont vous parliez tout à l'heure. Ce rapport, il est bien couvert par le secret médical, donc seul le médecin de l'employeur pourra y avoir accès. Mais en revanche, l'employeur aura accès à la décision avec des conclusions motivées qui seront expurgées de toute mention qui viendrait contredire le secret médical. Et la décision s'impose à la caisse. La décision s'impose à la caisse. Donc, si le taux d'IPP qui a été fixé par la caisse est de 25% et que la commission médicale de recours amiable considère que ce taux doit être de 15%, c'est bien le taux de 15% qui s'applique. C'est le taux de 15% qui s'applique, absolument. Et alors, vous précisiez que si la commission médicale de recours amiable, dont on se posait la question tout à l'heure de savoir si elle pourrait fonctionner à plein régime dès le 1er janvier, ne répond pas dans les 4 mois de la saisine. Alors là aussi, c'est nouveau, il faut le mentionner, c'est que les délais impartis aux commissions pour statuer ont été modifiés. Alors là, c'est une création effectivement ex nihilo, mais on aurait pu considérer, lui appliquer comme auparavant, un délai d'1 mois. Considérer que le recours était réputé rejeté, passer le délai d'1 mois, et qu'à ce moment-là, nous disposions d'un délai de 2 mois pour saisir le tribunal de grande instance. Tel n'est pas le cas. On nous impose dans le cas présent un délai de 4 mois pour le rejet implicite, c'est-à-dire que passer à compter de la réception de notre recours par la commission médicale de recours amiable, si elle n'a pas statué dans un délai de 4 mois, le recours sera réputé rejeté. D'accord, donc 4 mois, un délai plus long pour permettre à la commission de faire le travail. On l'espère. On l'espère. Alors, on a quelques questions pratiques d'importance. D'abord, est-ce que le salarié
sera informé de la saisine de la commission médicale de Oui, recours amiable par son employeur. Oui, vous avez raison de le mentionner. En fait, le salarié, dès lors que la décision attributive de rente fait l'objet d'un recours, que la commission médicale de recours amiable est saisie, le salarié en est informé. Mais attention, ça ne remet pas pour autant en cause, et c'est important, le principe d'indépendance des rapports, caisse employeur, caisse salarié. C'est-à-dire que le salarié est informé du recours, certes, mais pour autant, il ne sera pas convoqué, il n'est pas partie à l'instance, et il ne sera pas non plus concerné, impacté par la décision susceptible d'être rendue par la commission médicale de recours amiable. D'accord, c'est vrai que dans le texte qu'on détaille, il n'y a rien qui remette en cause le principe de l'indépendance des rapports. Ceci dit, je suppose que comme vous allez plaider devant de nouvelles personnes, donc de nouveaux magistrats, et que tous ne vont pas être au fait de tous ces principes, vous allez devoir refaire de la pédagogie sur l'existence de ce principe. Oui, il est toujours bon de le rappeler. Une question aussi sur le respect des délais. On voit qu'il y a beaucoup de délais qui sont imposés. Est-ce que le non-respect de ces délais, notamment celui de notre médecin, est-ce qu'il est sanctionné? Alors, le décret ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de ces délais. Donc, à ce stade, bon, il y a un vide sur ce point du décret, effectivement, indéniablement, mais je ne peux qu'inciter notre médecin tout de même à la prudence et à l'inviter à être tout de même diligent. Alors justement, est-ce que l'employeur sera, selon vous, est-ce que c'est prévu par les textes, informé que le médecin qu'il a désigné pour recevoir le rapport d'évaluation des séquelles, donc ce fameux document important, qu'il a reçu et qu'il a 20 jours pour conduire ses observations? Absolument pas, et ça aussi c'est une nouveauté si on raisonne par analogie avec le fonctionnement de la CNITAT. La CNITAT informait systématiquement l'entreprise de la transmission du rapport d'IPP au médecin conseil désigné par l'entreprise. Et tel ne sera pas le cas au niveau des commissions médicales de recours amiable, puisque la commission médicale transmettra directement le rapport d'évaluation des séquelles sous pli confidentiel au médecin mandaté par l'entreprise. Donc là encore, beaucoup de vigilance et d'organisation pour faire en sorte que… une organisation rigoureuse, oui, et pour bien respecter les délais. Est-ce qu'il est possible aussi que le médecin conseil de la caisse ne transmette pas les éléments médicaux à la commission médicale de recours amiable et que donc notre médecin soit dans l'incapacité d'établir de quelconques observations? Bien sûr. Et c'est sanctionné? Alors, ce serait sanctionné par l'inopposabilité, mais il est bien évident que notre médecin ne peut formuler des observations que si le rapport d'évaluation des séquelles lui a été préalablement communiqué. Donc dans ce cas-là, on pourrait considérer que finalement, si au bout de 4 mois on n'a rien reçu, c'est un rejet implicite et il faudrait aller devant le tribunal de grande instance. Absolument, il faudrait aller devant le tribunal de grande instance et solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente. Alors une question aussi un peu technique, et pour vous montrer qu'il y a quand même des modifications impactantes dans ce texte. Jusqu'à présent, on avait accès devant le tribunal du contentieux de l'incapacité au rapport d'évaluation des séquelles, qui est le document très intéressant, mais aussi à d'autres documents, les certificats médicaux, notamment des le certificat médical initial, qui permet quand même, qui est important parce que c'est le point de départ, il permet de connaître les lésions dont était atteint l'assuré, les certificats médicaux descriptifs de prolongation, qui sont intéressants également lorsqu'on est en présence d'arrêt de travail assez conséquents, pour connaître bien tout l'historique, le retracer, et enfin, bien évidemment, qui est incontournable, le certificat médical final, puisque là, c'est sur la base du certificat médical final qu'on apprécie les séquelles. Bon, et alors, quand on regarde le texte, a priori, on n'aura plus accès à ces documents. Si on tient expressis verbis au texte, on n'aura plus, effectivement, on n'a pas accès à ces documents. Nous verrons dans la pratique comment les choses évolueront. Autre question importante, est-ce que le médecin de l'employeur pourra être entendu par cette commission médicale de recours amiable si l'employeur en fait la demande? Parce qu'on voit que sur un recours assuré, le texte prévoit que le médecin de l'assuré puisse être entendu par la commission. Est-ce que ça sera le cas pour les médecins que les employeurs mandateront? Ça n'est pas prévu par le décret, ça n'est absolument pas prévu par le décret, c'est vrai. Néanmoins, pourquoi ne pas l'envisager? On pourrait parfaitement l'envisager, effectivement. Alors, vous en parlez tout à l'heure, est-ce que cette commission va être compétente pour se prononcer sur l'ajout d'un coefficient socio-professionnel? Je précise juste la question. Si vous recevez une décision attributive de rente pour votre salarié, vous pouvez constater que le taux est peut-être de 10%, et que dans ce taux de 10%, il se décompose en 5% de taux médical, et puis 5% sur le coefficient socio-professionnel par rapport à l'incidence que ces séquelles peuvent avoir sur sa vie professionnelle notamment. Est-ce que cette commission va être compétente pour se prononcer aussi sur ce coefficient socio-professionnel?
c'est une commission, mais au risque de faire une lapalissade, nous sommes en présence d'une commission médicale composée de médecins qui, dans l'esprit des rédacteurs du décret, a vu le jour pour traiter exclusivement d'aspects médicaux, c'est-à-dire le taux médical d'IPP a-t-il été ou non correctement évalué, est-il ou non justifié. Donc, le coefficient socio-professionnel, je ne pense pas qu'une commission médicale soit à même d'apprécier le bien fondé d'un coefficient socio-professionnel. Il faudra malgré tout, par prudence, le contester devant la commission médicale et quitte en cas de décision de toute façon de rejet, apporter ultérieurement le recours devant le tribunal de grande instance. Ok, bon, on voit que la réforme n'est pas si limpide que ça, hein. Bon, vous y avez répondu tout à l'heure, l'employeur effectivement ne pourra pas accéder au rapport de la commission médicale de recours amiable parce qu'il est couvert par le secret médical. Oui. Okay. On voit à travers le décret tout de même un net renforcement du secret médical. Ouais. Là, effectivement, là aussi, on verra dans la pratique comment les choses se mettent en place. Et est-ce que vous avez la réponse à cette dernière question, si les médecins de cette commission médicale de recours amiable, qui sont au nombre de 3, ne se mettent pas d'accord? Je suis ravi que vous me posiez la question, Nicolas, parce qu'en fait, nous attendons un arrêté. On pensait que le décret constituerait la dernière pierre de l'édifice de la réforme de la justice du XXIe siècle, le décret relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Et en fait, nous attendons encore un dernier arrêté relatif au fonctionnement du secrétariat de la commission médicale de recours amiable. Parce que se pose la question, effectivement, au sein de cette commission composée de 3 médecins, quid en cas de désaccord, qui a le dernier mot finalement? Okay. Là, on n'en sait rien pour l'instant. Alors, on en passe maintenant à la contestation de cette décision de la commission médicale de recours amiable. Bon, vous l'avez précisé tout à l'heure. Alors, oui, les délais de contestation, ils sont de 2 mois à compter de la notification de la décision. Alors, point important, c'est l'entreprise qui reçoit la décision attributive de rente, qui doit ensuite et qui dispose à compter de la réception de ce document d'un délai de 2 mois pour former un recours devant la commission médicale de recours amiable. Et quand la commission médicale de recours amiable a rendu sa décision, là encore, on a 2 mois. On a 2 mois pour saisir le tribunal de grande instance, le pôle social, ou sur rejet implicite, 4 mois, c'est-à-dire dans l'hypothèse où la commission médicale de recours amiable n'aurait pas statué. Alors, 2 mois sous réserve, petit aparté, sous réserve que nous ayons été valablement informés des délais et voies de recours. Parce que là aussi, au niveau des caisses primaires, je ne leur jette pas la pierre, mais il va nécessairement y avoir une période d'adaptation, puisque les décisions attributives de rente mentionnent, vous le savez, certes le taux d'IPP, mais également elles comportent une rubrique relative aux voies et délais de recours, et cette rubrique-là va devoir être mise à jour. D'accord. Et quel sera le tribunal de grande instance compétent? Alors, le tribunal de grande instance compétent, là, il n'y a pas de modification au vu du décret par rapport à ce qui se pratiquait avant devant le TAS, à la pratique antérieure, puisqu'effectivement, auparavant, nous saisissions le tribunal des affaires de sécurité sociale situé dans le ressort. On est sur le... Oui, on est, autant pour moi, le TCI, mais c'est pareil, de toute façon, on saisissait le TCI situé dans le ressort du siège social de l'entreprise, et là, nous saisirons le tribunal de grande instance, le pôle social situé dans le ressort du siège social de l'entreprise. Alors, une question sans être trop technique, quand on va saisir le tribunal de grande instance, le juge va être saisi d'une question hautement médicale. Il va devoir faire appel à un expert. Alors, sur ce point, effectivement, le décret laisse une marge d'appréciation au magistrat. Il lui permet d'ordonner soit une consultation, le décret prévoit une consultation à l'audience, ou une expertise. Alors, cette disposition... Qu'est-ce que c'est une consultation? Alors, la consultation, c'était la pratique en fait antérieure majoritaire au sein des TCI, c'est-à-dire concrètement, je forme mon recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, et lors de l'audience, le médecin expert désigné par la juridiction, présent à l'audience, qui a reçu également le rapport d'évaluation des séquelles, nous livre ses observations. Donc, ça permettait aussi, ça représentait un gain de temps. Oui, donc c'est assez rapide. C'était rapide. L'audience était particulièrement fluide, puisqu'il y avait un échange à l'audience entre notre médecin et le médecin expert. Et là, on voit bien qu'à compter du 1er janvier 2019, ce ne sera pas nécessairement le cas. En fait, la consultation pourrait, le cas échéant, être remplacée par l'expertise. Et l'expertise tout de même. Et l'expertise? Alors, l'expertise... Quelle est la différence? L'expertise,
il faut bien comprendre ce texte à la lumière des dispositions de l'article 263 du Code de procédure civile. En fait, l'expertise, elle n'a lieu d'être que lorsque le juge ne peut pas se forger une opinion sur la base de constatation ou d'une consultation. Donc, l'expertise est vraiment réservée à des problèmes beaucoup plus ardus, plus techniques, et on peut considérer, s'agissant d'une appréciation bien fondée du taux d'IPP, qu'une consultation sur pièce à l'audience pourrait être suffisante. D'accord. Seulement, on verra bien la pratique des TGI. Alors, on verra la pratique des TGI. Peut-être qu'ils iront plus vers des expertises. Ils iront peut-être plus vers des expertises que vers des consultations. C'est plus leur culture. Ça correspond plus à leur culture si on se réfère aux tribunaux à la pratique actuelle des tribunaux des affaires de sécurité sociale. Pour ce qui est des TCI, là aussi, c'est intéressant de faire un parallèle avec la pratique antérieure. Les TCI, majoritairement, vous l'avez indiqué, procédaient à des consultations à l'audience, et d'autres TCI, en revanche, désignaient un expert. D'accord. Alors, simplement une précision, sans rentrer trop dans le détail non plus ici, mais il y avait un principe jusqu'à présent, le principe de gratuité des frais de justice en contentieux de la sécurité sociale. Ce principe n'existe plus. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui perdra son procès devra payer les frais de justice. Absolument. Et celui qui sollicitera la mise en œuvre d'une expertise devra également en avancer les frais. Devra en avancer les frais et les supporter en cas de rejet du recours. Donc on voit quand même que le choix entre l'expertise et la consultation sera donc pas neutre de ce point de vue-là, parce qu'une expertise est beaucoup plus chère. Alors l'expertise est plus chère que la consultation, et puis surtout d'un point de vue pratique, elle est beaucoup plus longue. C'est beaucoup plus long à mettre en œuvre. C'est compliqué parce qu'on le voit dans la pratique actuelle devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les experts sont quand même débordés, ne sont pas toujours à même de traiter la mission qui leur est impartie. Malheureusement, je leur jette pas la pierre, mais en temps et en heure. Donc, on est souvent confronté dans les dossiers à des ordonnances de changement, de remplacement d'experts. On espère que ce ne sera pas le cas devant les tribunaux de grande instance en matière de contentieux technique. Bon ben voilà, on a fait le point sur le gros de la réforme. En fait, c'est quand même ce contentieux de l'incapacité permanente. Alors, on va passer au contentieux technique de la tarification. Là, je vous le rappelle, c'est simplement lorsque l'employeur reçoit on va prendre le cas le plus simple, son taux accident de travail qui lui est notifié pour le régime général en janvier de chaque année, et puis pour la MSA en avril, qu'il est peut-être question de contester la façon dont ce taux de cotisation a été calculé. Absolument. Alors, le délai de contestation est de 2 mois à compter de la réception de cette décision notifiant les taux de cotisation d'accident du travail. Donc ça, c'est la procédure actuelle jusqu'au 31 Alors, décembre. c'est la procédure actuelle jusqu'au 31 décembre, c'est-à-dire que nous avons la faculté de former un recours devant la CARSAT ou la commission de la MSA, la commission de recours amiable de la MSA. Ce recours n'est pas obligatoire. Et ensuite, nous pouvons, sur rejet éventuel implicite ou explicite de la commission, saisir la CNITAT qui se trouve à Amiens. Amiens, d'accord. Alors, qu'est-ce qui change demain? Regardez. Dans ce contentieux, ce qui change, c'est que… Alors, ce qui change demain, c'est que la CNITAT ne sera plus en charge du contentieux de la tarification pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2019. C'est une cour d'appel spécialement désignée qui traitera ce contentieux, la cour d'appel d'Amiens, qui devra être saisie. Et là aussi, c'est une nouveauté importante. Elle devra être saisie sous forme d'assignation. Je vous rappelle que l'assignation est soumise à un formalisme strict, à peine d'ailleurs d'irrecevabilité de la requête. Il faut vraiment que l'assignation comporte des mentions obligatoires, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, les articles 56 et 752. Donc là, ça veut dire que dès le 1er janvier 2019, lorsqu'un employeur va contester son taux de cotisation accident de travail, il pourra, comme préalablement, passer par la CARSAT. Exactement. Ou alors, ensuite… Alors, c'est une option. Il peut passer par la CARSAT ou saisir directement la cour d'appel d'Amiens. Par voie d'assignation. Par voie d'assignation, étant précisé qu'outre le formalisme lourd auquel est soumise cette assignation, il faut prendre en compte également le coût de l'assignation, puisque c'est un acte qui est délivré par voie de huissier. Donc, là, c'est vraiment beaucoup plus simple qu'avant, comme chacun peut le constater. On doit saisir maintenant la cour d'appel d'Amiens, donc ça, c'est assez simple, mais par acte de huissier. Par acte de huissier. C'est-à-dire que concrètement, il faut prendre, dans la pratique, il est recommandé, ce n'est pas une obligation, mais il est recommandé de passer par un avocat
qui établira, qui rédigera cet acte, qui ensuite prend une date auprès de la cour d'appel, qui fait délivrer l'assignation par voie d'huissier et ensuite qui place son assignation avant l'audience. Est-ce que vous avez une idée des raisons pour lesquelles on passe par cette voie d'assignation aujourd'hui? Parce que c'est pas très clair. Pourquoi devoir saisir la cour d'appel par voie d'assignation plutôt que par voie de requête, comme d'habitude? Alors, on peut peut-être y voir une volonté de réduire un petit peu, de juguler ce contentieux. Je ne me l'explique pas autrement, compte tenu du formalisme auquel est soumis vraiment l'assignation, ce qui n'était pas le cas auparavant, et auparavant on avait vraiment un contentieux qui était beaucoup plus fluide. Bon. On voit quand même avec toutes les dispositions qu'on aborde depuis le début que à la fois ce texte est source d'opportunité, de simplicité, on veut réduire le contentieux, on donne plus de place aux commissions de recours amiables, Oui. Et en même temps, voilà, tout n'est pas simple, tout n'est pas si simple. Tout n'est pas si simple, et on espère aussi, à travers vraiment le rôle prépondérant joué désormais par la commission médicale de recours amiable, qu'elle prendra toute la mesure du rôle et de sa mission, et qu'elles rendront des décisions. Parce que si on fait un parallèle avec la pratique actuelle, pour ce qui est des commissions de recours amiable, les commissions de recours amiable qui étaient saisies d'un recours mettaient beaucoup de temps à statuer, voire ne statuaient pas. Donc on espère que les commissions médicales de recours amiable joueront le jeu, elles disposent d'un délai de 4 mois et seront en mesure vraiment de rendre une décision, de statuer. Alors justement, on en passe à la dernière phase de notre webinaire, donc sur le contentieux général. Donc là, il s'agit de contester toutes les décisions qui sont rendues, toutes celles que vous voulez contester, bien évidemment, rendues par les caisses primaires d'assurance maladie lorsqu'elles prennent en charge un accident de travail ou une maladie professionnelle, ou lorsqu'elles prennent en charge des arrêts de travail. Alors, voici la procédure à partir du 1er janvier 2019 qui ne change pas énormément, si ce n'est... Alors, elle ne change pas énormément au niveau, je dirais, de la commission de recours amiable, puisque nous disposons d'un délai de 2 mois à compter de la réception, de la notification de la décision de prise en charge pour contester cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie auteur de la décision ou la commission de la MSA. Ce qui change, là c'est nouveau, c'est le délai de saisine sur rejet implicite du TGI, sur rejet implicite de mon recours formé préalablement devant la commission médicale, devant la commission de recours amiable. Là, on passe sur un délai de 2 mois désormais, alors qu'auparavant il était d'1 mois. Donc en gros, 1 mois de plus pour essayer de se prononcer sur la question qui est posée par l'employeur. Exactement. Alors on peut y voir, ça peut peut-être répondre au souhait de permettre aux commissions de recours amiable de remplir pleinement leur mission, de prendre le temps de statuer, parce que beaucoup de commissions de recours amiable étaient totalement engorgées et n'avaient pas le temps de statuer en temps et en heure. Là, on espère qu'avec un délai de 2 mois, elles rendront au moins une décision. À défaut, passer ce délai de 2 mois, nous pourrons saisir le TGI. Bon, je pense qu'on ne peut pas attendre quand même grand-chose d'un délai de 2 mois plutôt que d'un délai d'1 mois pour prendre une décision. Dans la pratique. Mais bon, voilà. Alors pour terminer, 2 questions. La première qui nous vient vraiment à l'esprit, c'est pour contester la durée des arrêts de travail, si vous l'avez déjà fait, vous employeur, vous avez dû constater que vous étiez obligé, donc c'est du contentieux général, et vous étiez obligé de passer par la commission de recours amiable, qui en général vous dit, écoutez, je ne peux pas vous dire grand-chose de plus que je suis obligé de suivre l'avis du médecin conseil, et donc je rejette votre recours, et vous étiez obligé ensuite de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, notamment certainement pour demander une expertise judiciaire. Donc c'est un peu frustrant de se dire qu'on est obligé de saisir la commission de recours amiable, parce que c'est un recours obligatoire, sachant que la commission va vous dire que finalement, elle ne peut pas faire grand-chose pour vous. Oui. Est-ce qu'avec l'introduction d'une nouvelle commission, qui est la commission médicale de recours amiable, est-ce que les recours, quand on va contester la durée des arrêts de travail d'un salarié, est-ce qu'ils seront soumis à cette commission médicale de recours amiable et non plus à la commission de recours amiable qu'on connaît jusqu'à présent? Non, et je vous avoue que c'est un peu une déception, Nicolas, sur ce point. On espérait, alors certes, on avait envisagé, il fut un temps, une fusion du contentieux général et du contentieux technique, à l'image du contentieux de la MSA. Tel ne sera pas le cas à compter du 1er janvier 2019, que ce soit bien clair, on l'a rappelé. Chaque contentieux technique d'une part et contentieux général, conservent leurs caractéristiques propres. Donc c'est un peu regrettable parce qu'effectivement,
tout le contentieux lié à la longueur des soins arrêt de travail aurait dû logiquement être dévolu à une commission médicale. Ouais. Bon. Donc on reste un peu sur sa faim sur ce point. Donc là, malheureusement. Effectivement, une réforme qui voulait plus d'efficacité, en réalité, on va continuer à engorger les commissions de recours amiable en leur posant ces questions, sachant qu'elles n'y répondront pas et qu'on sera obligé d'aller devant le contentieux. Ok, très bien. Et puis, vraiment la dernière des dernières, à la lecture en fait des nouvelles dispositions, il nous semble que les textes qui donnent accès aux documents médicaux dans le cadre justement de la contestation de la durée de travail sont un peu plus restrictifs que les textes antérieurs. Absolument. Est-ce qu'on s'en trompe ou pas? Alors Non, je vous confirme votre analyse tout à fait pertinente, Nicolas, sur ce point. Le décret restreint le champ des documents dont le médecin de l'employeur était rendu destinataire. Donc, de ce point de vue-là, il y a tout de même un net recul, puisqu'auparavant, le médecin avait notamment connaissance des certificats, on l'a indiqué, des certificats médicaux de prolongation, du certificat médical initial, du certificat médical final. Dans le cas présent, le décret s'en tient uniquement au rapport sur la base duquel a été prise la décision. Est-ce qu'il existe toujours ce rapport? Parce que voilà, ce que le nouveau texte dit, c'est... Alors, le rapport existe en contentieux technique. Pour nous, c'est le rapport d'évaluation des séquelles. En contentieux général, pour une décision de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et pour la durée des arrêts de travail. Et pour la durée des arrêts de travail également, effectivement, le rapport, on a du mal à se faire une idée précise concrètement de ce rapport. De ce rapport et de son existence. Okay. Oui. Bon, tout ça pour en arriver à notre conclusion, on voit que, bon, on a un nouveau cadre qui n'est pas si compliqué que ça sur sa description, mais qui en réalité pose beaucoup de questions. Finalement, est-ce que vous considérez que cette réforme du contentieux de la sécurité sociale permettra à la justice d'être plus efficace, plus simple, plus accessible et plus indépendante? Je vous dirais, Nicolas, j'ai envie de vous répondre par une boutade. Ces objectifs affichés par la réforme, qui sont des objectifs tout à fait ambitieux, on verra dans la pratique comment, justement, si ces objectifs sont ou non atteints. Et j'ai envie de vous donner rendez-vous dans 1 an pour voir, Nicolas, où nous en sommes et si, effectivement, nous avons pu, à travers notre pratique, à travers les contentieux mis en œuvre, vraiment bénéficier d'une justice beaucoup plus efficace, plus simple, plus accessible, plus indépendante. Eh bien, merci beaucoup. Je vous remercie, Maître Casse. Je remercie aussi tous les participants. Merci. Vous recevrez cette présentation. On répondra aussi aux questions que vous nous avez posées, qui sont en général des questions assez techniques. Et effectivement, on se reverra peut-être pour un prochain webinaire sur la mise en place de cette réforme. On laissera passer quelques temps et on fera le point. Je vous remercie beaucoup. Merci. Excellente journée.